Bonjour à tous et bienvenue sur RAR, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Je suis accompagnée aujourd'hui de Elliot. Elliot, hello, Hello tout le monde, bonjour. comment vas-tu? Eh ben, écoute, très, très bien, merci de me recevoir et merci pour cet échange en tout cas et puis, bonjour à tout le monde, hein. Bienvenue. Bah écoute, ravie de t'avoir. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de couleur en plus là en automne, ça commence à arriver doucement. Donc bienvenue, mets-toi à l'aise. Elliot, donc on est là pendant 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme ça. L'idée, c'est que je vais te poser pas mal de questions, notamment sur les SEO Summit, mais on va en parler, un petit peu plus tard. Les 5 premières questions, c'est tout le temps les mêmes et tu verras qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus loufoques que d'autres, mais bon, je te laisse la petite surprise. Première question, c'est: si toi, aujourd'hui, tu devais te présenter à ta grand-mère, sans les grands mots marketing, les jargons et cetera, de la manière la plus simple possible, comment tu te présenterais aujourd'hui? Bah, assez simplement, je rends les marques visibles sur les différents moteurs où les gens recherchent. Les gens ont une question, je mets les marques en avant. J'adore la simplicité, mais aussi la nonchalance avec laquelle tu as répondu. Bah, je pense que tout le monde comprend dans tous les cas, ça me va. Ouais. Et c'est une question qui est souvent applicable pour nous parce qu'on est sur des métiers assez techniques, et en fait, quand tu prends, la pyramide de l'explication, tu sais, où tu dois te rapporter aux connaissances des gens ou à ce qu'ils ont comme rapport et aux connexions qu'ils vont faire, bah, en fait, tu t'aperçois vite que les gens, ils pannent rien entre le SEO, le SEA, Google, machin et encore plus avec ChatGPT, Claude, maintenant, les gens sont complètement perdus, donc si tu rentres dans de la complexité un peu technique, C'est clair. Tu sais, c'est une question que je pose tout le temps, aux personnes qui viennent, mais même moi, j'ai du mal, hein, aujourd'hui à me définir de la manière la plus simple. Surtout, je pense comme toi, on a beaucoup d'anglicismes en plus dans notre job, donc ça ça complexifie un peu le truc, mais tu t'es bien débrouillé là. Enfin, je pense qu'ils auront compris les auditeurs, vous nous direz. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu aimes justement, ton job aujourd'hui? plutôt la croissance dans le sens où faut toujours faire mieux. Genre faut toujours, c'est ce que moi je mets en avant sur les projets, que ça soit sur la partie, SEO Summit, sur l'événementiel, on a fait, 400 participants, là et on vise 600. En SEO, tu es top 3, le but c'est d'être premier. Er et une fois que tu es 1 sur tes mots-clés, bah, faut trouver d'autres mots-clés. Quand le canal est rincé, quel autre canal on peut aller chercher? Sinon comment on peut convertir plus? Donc, c'est un peu cette logique de dire, le chiffre d'avant est toujours le chiffre à battre, quoi. Ouais, donc tu as un côté un petit peu, je vais pas dire compétition, mais le fait de peaufiner, de polish à chaque fois pour faire mieux à chaque fois. Ouais et puis ouais, c'est ça, le côté croissance, quoi. On est toujours de l'avant et pas, il y a aucun moment où je vais me dire, «Bah, c'est bon, on stoppe là», quoi. Très bien, ça me va bien. Est-ce que tu as des rituels au quotidien, des habitudes qui te définissent, que ce soit le matin, dans la journée, Pas du tout, non. Je mets mes petites habitudes comme tout le monde avec les heures de repas, d'arriver au bureau, de rentrer du bureau, mais j'ai pas de routine, spécifique, quoi. Toi, tu as un bureau, où tu travailles depuis chez toi? Non, nous on a des locaux, qui sont à une dizaine de minutes de mon logement, mais voilà, on a des bureaux en fait en zone industrielle comme dans une zone commerciale, on a des bureaux, type bureau. D'accord, OK, ça me va. Le dernier truc qui t'a fait rire? Ah, c'est une drôle de question. Ah voilà, Le je dernier t'avais truc qui prévenu. m'a fait rire, ça doit être un podcast avec, le dernier truc qui m'a fait rire, bah, ça doit être ce matin, un podcast avec, Tugan, sur le découpage du bouquin de Hornozy où il découpe un peu la manière la manière comment dire? De gagner de l'argent aujourd'hui ou ce qui va compter sur les revenus. Mmh. Il a toujours une manière d'expliquer, de donner des exemples qui est toujours très drôle, donc du Tugan, quoi. Très bien, ça va. Hem et la dernière question avant de rentrer un petit peu plus dans ton parcours et cetera, c'est qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui, selon toi, une personne, rare sur le marché? Parce que j'ai à la fois le côté technique et le côté, vente. Donc j'ai, et la production et le commerce, en fait, dans les fonctions d'entreprise, entreprise avec un grand E et je suis à la fois je pense, un assez bon technicien en SEO
où, je maîtrise mon sujet et d'un autre côté, je m'intéresse de plus en plus au digital marketing et à la vente et j'arrive à voir les 2 et je vois que dans mon domaine, soit les très bons vendeurs sont en fait des billes techniques, donc ils te vendent du vent, s'ils sont pas associés à quelqu'un de technique, soit les gens techniques sont complètement incapables de vendre et ne comprennent pas le concept de vente, donc ils sont complètement à la rue, ils sont en train de mourir et de disparaître dans ce monde malheureusement. Mmh. Ils comprennent pas pourquoi ils disparaissent, donc en fait ça crée, des tensions, sur des trucs et tous les jours je vois des réponses aux mails ou des messages, dans ce sens et en fait, bah, moi j'arrive à avoir les 2 casquettes. À force de beaucoup de boulot, de remise en question et de compréhension, mais en ayant les 2 casquettes, si tu veux, je comprends les 2 mondes et j'ai des incompréhensions aussi sur les 2 mondes du coup, mais c'est je pense qu'on n'est pas énormément à être dans la vente et dans la tech, quoi. Mais au moins, ça te permet d'avoir une vision complète. Enfin, tu parlais de tes équipes tout à l'heure, je ne sais pas Ouais. exactement comment elles sont constituées, mais tu peux parler à quelqu'un de très opérationnel Mmh. ou quelqu'un plus côté direction sur la partie plus objectif et cetera. On a de la gestion de projet, on a du dev technicien, on a du commercial au téléphone, on a du relecteur, du consultant SEO, et Alex, mon associé qui est hyper tech, donc voilà, on a vraiment tous les profils dans l'équipe, là-dessus, quoi. C'est génial, hein, de pouvoir parler tous les langages, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je parle Alors d'expérience. je rentre pas dans la technique, hyper technique, mais je comprends, quand on m'explique une base de données, un système vectoriel, hein, tu vois? Je comprends de quoi il en retourne, même si je suis incapable de le coder ou de le faire, mais je comprends à peu près, quoi. C'est déjà ça. Hem, on va rentrer un petit peu plus dans qui tu es en tant que personne, Elliot. Bon, même si moi j'ai fait mes recherches et que je sais un petit peu qui j'ai devant moi, j'aimerais bien que tu puisses, toi, de manière très succincte, hein, parce qu'on va aller après dans plus les couches de ce que tu fais aujourd'hui, mais retracer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent ton parcours, ce que tu as pu faire, jusqu'à devenir aujourd'hui, bah, la personne que j'ai devant moi. Bah, c'est assez simple, j'ai fait un collège-lycée de manière un peu générale, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais une appétence quand même pour le commerce et la vente, mais c'est tout ce que j'avais. À la fin du lycée, j'étais assez mauvais sur le bac. En plus, j'avais fait une spé maths, en bac S maths, ça m'intéressait pas du tout. Vraiment le truc maths était vraiment trop poussé, ça me ça m'enthousiasmait pas du tout. Hem et soit on partait sur une prépa, je me voyais pas bosser 2 ans, de manière acharnée sur des maths, sur de l'économie, tout ce qui était, école de commerce, c'était tout de suite de l'économie et de la culture G. J'étais pour le commerce et pas du tout pour la partie, économie, qui était pour moi trop macro et j'ai trouvé une petite faille pour arriver à faire une école de commerce quand même, avec, ESC Toulouse par la suite qui était à l'époque important pour moi. Où on pouvait passer par une première école qui était un BTS plus, à l'époque ça existait. Tu faisais un BTS en fait un BTS, qui s'appelait pas BTS, mais qui s'appelait un master en 3 ans et tu avais une porte d'entrée sans concours pour finir en école de commerce et faire ton bac+5 comme si tu avais fait une prépa plus 4 ans en fait. Mmh. Donc je me suis assez plu tout de suite sur cette partie école de commerce. Quand je suis sorti, j'étais en alternance, donc j'ai bossé en tant que commercial tout simplement sur de la prestat de service et du B2B, donc ça a été hyper formateur, sur du design industriel, donc un truc hyper technique, tu vois? Prestation de service, tout est basé sur la perception et sur la valeur que tu donnes, donc la valeur de ce que tu as l'impression de donner, donc en fait, c'était assez formateur et rapidement, je me suis mis freelance à mon compte, parce qu'on s'était plus entendu avec mon ancien boss, mais je me suis mis à bricoler des pages Facebook, des trucs un peu, tu vois, le freelance qui fait un peu touche à tout, des trucs de com, rédiger des posts pour des clients, faire un peu de phoning, bref, voilà. Donc ça a vivoté gentiment jusqu'en 2010, voire c'était un peu galère, hein et en 2010, donc j'ai rencontré justement par le réseau, en fait, Alexandre, mon associé actuel. Lui, il faisait de la création de sites web. Je me suis mis à les vendre dans un premier temps, et rapidement on a compris que les gens avaient besoin de SEO. Moi, ça m'a vachement intéressé. Donc on s'est mis à vendre du SEO pour finir en fait en scindant l'agence en 2 parties, une partie agence SEO, une partie, développement d'applications métiers sur mesure. À l'époque, c'était avec du Symfony, du PHP, il y avait pas le no code ou le low code. Jusqu'à en fait bosser pour un gros client qui faisait 80 de notre CA à peu près, dans la partie imprimerie et avec lequel on a lancé un projet qui était, Dropshiprint, et on s'est pendant 2-3 ans juste avant le covid un peu, orienté sur, propre projet perso, plus e-commerce que l'on avait sur du dropshipping ou sur du stockage qu'on avait dans nos locaux, jusqu'à ce que le covid arrive et après le covid, bon
le e-commerce était un peu la partie logistique et tout nous plaisait pas forcément, donc on a liquidé, mais on a fait une l'idée de base, c'était en fait de faire de l'achat-revente d'e-commerce, donc acheter des e-com qui vendaient pas, les retaper, remettre des canaux d'acquisition, les revendre, mais sauf que comme ça nous plaisait au début, on a continué à les exploiter et dès que ça nous plaisait plus, on les a liquidés. Dropshipping, qu'une activité pareille qui me passionnait plus, qu'on a revendu, récemment. Et on a développé après des services SEO comme une plateforme de rédaction de contenu qui s'appelle ContentRank, qui a failli nous emmener au fond du trou, quand, ChatGPT est sorti au moment de l'IA, puisque plus personne ne voulait de la rédaction humaine. Et on avait quasiment misé, beaucoup, beaucoup de devs, plus d'1 an de dev sur la plateforme et beaucoup de ressources en interne là-dessus. Donc on est reparti un peu à la partie, agence et puis, le fil en aiguille, on a fait que, on a été approché par un groupe, avec qui on discutait déjà depuis plusieurs années, qui était un client et on a trouvé un deal à faire pour que chacune de nos activités aille plus loin et plus vite et surtout qu'on puisse s'entraider, nous, avec les équipes du groupe et puis, qu'on amène ce qu'on pouvait apporter dans le groupe et que le groupe nous amène ce qu'il pouvait. Mmh. Donc, voilà un petit peu le parcours si tu veux et entre tout ça, ce qui a un peu toujours fait que j'ai pas coulé au fond de l'eau, c'est le côté réseau. J'ai toujours réseauté énormément et pas que LinkedIn, pas que Discord, pas que machin, vraiment, réseau physique. C'est pour ça que le SEO Summit, bon, on en parlera tout à l'heure, mais on a énormément misé sur la partie réseau, networking, réseau, échange. Et je me suis toujours formé, c'est-à-dire que même, quand les budgets étaient au ras, tout ce qui me restait, je le mettais en formation. Donc j'ai toujours suivi, je parle pas des formations un peu bidons, comment devenir milliardaire dans ton canapé avec le dernier truc à la mode, tu vois? Mais plutôt des formations de fond techniques sur les têtes d'affiche et les personnes calées dans notre industrie sur comment, bah, on fait du SEO, qu'est-ce qui change, comment ça évolue, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire mieux. Et puis plus récemment sur des parties marketing, en se disant, bah, comment les gens vendent en fait, Heu, voilà, on a toujours l'impression que sur LinkedIn, les mecs ont pas de compétences, ou ils savent pas faire, mais ils savent faire un truc qu'on peut pas leur, enlever, c'est de vendre. Après, sur la partie, presta ou technicité de ce qu'ils vendent, c'est toujours discutable, mais sur la partie vente, c'est il faut remarquer que voilà, il y a des gens qui savent vendre à l'écrit, qui savent vendre en digital et j'ai voulu apprendre cette compétence-là. Mmh. Donc voilà un peu mon parcours avec les points importants, c'est association, networking et beaucoup de travail et beaucoup de formation, quoi. Tu as donné beaucoup de matière pour commencer, c'est hyper impressionnant, mine de rien en termes de parcours. Juste pour faire une toute petite parenthèse, tu parlais de formation, et tu as parlé de Alex Hormozy juste avant. C'est une des personnes que tu suis justement pour la partie, notamment vente? Pas spécialement. Pas J'ai spécialement? regardé son webinaire, j'ai suivi un peu ce qu'il faisait. En fait, j'en ai entendu parler parce que, Jérémy Coleman et Tugan, qui sont 2 personnes que je suis, en ont parlé. J'ai trouvé admirable son coup là sur où il a réussi à faire du téléachat en ligne avec genre tout était vraiment à l'américaine, tu sais, Ouais. vraiment génial. Le coup du bouquin qui est bon en fait c'est du Russell Brunson, hein, Hormozy, c'est du en plus sexy quoi, mais c'est ça il a rien réinventé. Mais quand vous avez compris des tunnels, à la Russell Brunson avec tous les vrais mécanismes qui sont activés derrière, bon, vous avez compris la vente, globalement, hein. Mais, c'est assez long à percer, à comprendre et tout. Mais non, Hormozy pas spécialement, alors déjà j'ai du mal avec l'anglais donc, tant qu'on n'a pas les systèmes de traduction, encore bien établis, je suis pas voilà, après mais je vais prendre son bouquin, je vais le regarder et tout. Là, il y a encore trop un peu de hype pour le moment autour de ça, donc faut attendre que ça redescende un petit peu, mais ça sera un beau cas d'étude à bosser, hein. Mmh. Ouais, c'est son contenu est intéressant. C'est vrai qu'il a le côté un peu, showman à l'américaine, hein, comme tu l'as dit, mais après, sur en soi, son L contenu est l intéressant, ouais. là où il est vraiment hyper fort, c'est qu'en fait son discours est de dire: «J'ai rien à vous vendre». Ouais. C'est juste que moi j'investis dans des startups, alors qu'en fait il investit dans quasiment aucune boîte derrière, et qui fait son beurre avec tout ce qu'il vous vend avant. Alors qu'en fait son discours de base étant de dire, «Moi j'ai rien à vous vendre, mais comme tout le monde est nul, bah, je suis obligé de vous donner des conseils gratuits, sinon je vais investir chez personne en fait». Et ça c'est hyper fort si tu veux comme logique, tu l'écoutes, tu te dis: «Ah ouais, en fait il sait faire, je vais écouter ses conseils, je vais y arriver» et au bout d'un moment il te dit: «Ouais mais là, bon, ouais, tu vas peut-être rentrer quand même dans le mastermind à Las Vegas, ça serait pas mal de me lâcher 20 K». Donc heu, donc voilà quoi. Bah, tu compris, enfin, tu dis: t'as du mal a avec l'anglais, mais alors, tu as résumé en 3 secondes son système d'acquisition. Alors j'ai compris ce que Tugan l'a expliqué dans une très bonne vidéo Ah YouTube. le Sinon je le savais pas, mais non, non, mais même tous les faits que tu peux pas remonter, si tu veux à ces boîtes dans lesquelles il investit parce qu'il investit dans aucune boîte. Genre tout ça, tu vois, c'est un peu tu as des gens qui sont penchés sur le sujet, mais ça n'empêche pas ça ne enlève rien à son génie, hein. C'est juste, Mmh. décomposer le concept commercial derrière, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh.
Et justement, si on reprend la partie, bah, comment tu t'es développé et cetera, tu as parlé, enfin, quelque chose de hyper intéressant. Tu as dit de manière très naturelle à un moment donné, j'ai été avec, mon associé, si je dis pas n'importe quoi, et Mmh? on a proposé du SEO. Tu l'as vraiment dit de manière très naturelle, mais c'était, il y a quelques années. Je pense qu'à l'époque, le SEO n'était 2010, ouais. pas, pardon? 2010. 2010. Et à l'époque, le SEO était peut-être pas aussi développé qu'aujourd'hui, en fait, justement, et c'est la question que j'aimerais, creuser avec toi, c'est comment vous vous êtes dit: «C'est le SEO dont on a besoin», alors que c'est, enfin, aujourd'hui, c'est une évidence, hein, qu'on a besoin de SEO, peut-être moins à l'époque. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Alors c'était un peu empirique à l'époque, maintenant j'ai bien compris le concept, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent et pas essayer de leur vendre le truc que tu as en tête. Heu et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont très peu de compétences, mais qui vendent très bien parce qu'en fait, ils ont juste compris que les gens avaient besoin d'un truc. Ce truc, eux, ils savent le produire, et même s'il est pas compliqué, eux, ils savent le faire, ils l'ont bien poncé, ils le vendent. C'est qu'on démarchait. Donc nous, on a toujours été dans la prospection, bah, c'est pas compliqué, on a pris un fichier, on a pris les pages jaunes, on a regardé les boîtes autour, j'ai pris un bouquin sur le donc moi j'avais déjà fait école de commerce qui j'avais vu des très, très bons formateurs en vente, notamment des gens qui bossaient chez, les systèmes de vente à domicile, à l'époque, donc j'ai perdu le nom, je suis très mauvais avec les noms de marques, pardon. Pas Thermor, mais, tu sais le gros robot là, Thermomix et Mmh. les plats, Tupperware. Tupperware? Voilà, qui avait des très, très gros réseaux là-dedans et qui nous expliquait tout le concept un petit peu de la vente, du démarchage et tout, du porte-à-porte, on avait vu. Plus maintenant, maintenant personne ne fait de phoning en école de commerce en porte-à-porte. Pourtant, c'est école de commerce. Dans le commerce, il y a la vente. La vente, c'est du porte-à-porte, du phoning. Mais non, apparemment, c'est trop dégradant, tu vois? Donc plus personne ne fait ça. Et moi, je l'avais bien compris et donc, tu vois, tu as la technique de l'escargot, commencer par à côté de chez toi et puis, agrandir, nin nin nin, ou, aller en cercle de plus en plus loin. Donc on a pris le téléphone, on a phoné, on a fait rendez-vous avec des boîtes dans le coin et nous, on vendait des choses et en fait, on s'apercevait que les gens avaient déjà un site web puisque 2010 avait passé la vague de la bulle internet. Mais, ils me disaient: «Mais en fait, ce truc-là, moi, je vais pas le refaire, je vais pas mettre de l'argent là-dedans, il me ramène rien». Et puis, au bout d'un, au bout de 2, au bout de 3, puis, en tant que bon commercial, j'ai creusé: «Mais il vous ramène rien?» c'est-à-dire? «Ah ouais, il se passe rien». OK, et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il se passe quelque chose? Bah, je sais pas, j'imagine plus de visiteurs ou des gens qualifiés. On s'est dit: «OK, qu'est-ce qui fait qu'on a des visiteurs?» Et c'est moi, j'avais eu déjà un premier business dans lequel, qui était un truc complètement foireux comme projet, mais qui a été très formateur, qui était un site de réservation d'hôtels en ligne. Je te passerai les détails de comment je me suis retrouvé là-dedans, mais c'est assez drôle. On était en concurrence avec des Booking et tout ça, hotels.com, hotels.fr. À l'époque, c'était pas les 2 mêmes. Expedia était tout juste en train de naître et tout, et moi je m'étais posé la question de qu'est-ce qui fait que tu as un mec premier sur réservation hôtel Paris, et à l'époque il y avait que 1 à 2 ads, en haut. Donc il y avait très peu de Google Ads en haut, et quand tu étais il y avait pas les liens, il y avait que du lien bleu en fait. Il y avait pas Ouais. de YouTube, de box actualité, de box, Google Maps et tout ça. Tu avais vraiment tu étais 1er et point quoi. Tu étais, tout en haut de la page de résultats. Réservation hôtel Paris, réservation hôtel Puy-Ville, qu'est-ce qui fait qu'un mec est premier? Et il y avait un petit truc dans le coin, une école de, un peu ce qu'on appelle une web school, où des gens gratuitement te donnaient des cours tous les mois sur le e-commerce, sur tout ça. En fait, les e-commerçants du coin se donnaient rendez-vous. Donc après, je suis devenu vice-président de cette association 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard, et on n'avait pas contribué au développement. Et donc, j'avais appris les mots référencement naturel, ads, contenu, tu vois? Référencement, c'est quoi? On fait un blog, on met des liens et tout, et j'avais un peu cette manière empirique, et j'avais trouvé une méthode, sans comprendre pourquoi ça marchait, qui faisait que ça fonctionnait. Voilà. Et ben, en fait, on s'est dit: «Tu sais quoi? Je vais la faire, mais pour des noms». Donc on a pris un premier projet qui est une école de langue, qui vendait des langues dans toutes les villes. On lui a pris toutes les villes de la métropole, Saint-Jean-de-Bray, Orléans, Fleury-les-Aubrais, c'est des noms à côté d'Orléans. On lui a créé des combos cours, plus la langue, plus la ville, et on lui a fait des pages. Donc ça donnait cours d'anglais Orléans, cours d'anglais Fleury-les-Aubrais, mais aussi cours chinois Orléans, cours chinois à Fleury-les-Aubrais, ainsi de suite. Et sur les 27 ou 28 langues qu'elle enseignait. Et elle s'est mis à avoir un business, fabuleux, puisque ça a amené du monde sur le site et des gens appelaient, en fait. Les gens la trouvaient en premier. Et voilà, bah, de fil en aiguille, elle nous a on a compris, si tu veux, le persona, mais qu'on n'appelait pas persona à l'époque, on n'appelait pas, hem j'utilisais pas tous ces mots marketing, mais en fait, c'était ça, on avait compris le persona, il y avait un besoin, on l'a déroulé, quoi. Et on concevait des sites web qui étaient, si tu veux, par rapport aux concurrents, on les concevait déjà,
déjà référencés parce que par leur structure, ils se référençaient, quoi. Donc on Mmh. vendait plus un site web, à la fin on arrivait, c'est un peu le concept d'océan bleu, océan rouge, tout ça, mais on arrivait, on était vraiment dans un océan bleu, il y avait personne puisque les gens ils venaient pas nous voir pour un site web, ils venaient nous voir pour de la visibilité en ligne et on leur disait: «Ouais, mais ailleurs tu vas acheter un site web, mais la presta SEO te coûte autant que le site web parce que vu que c'est mal fait, on va devoir tout refaire». «Ah bah OK, on vient direct chez toi en fait». Ouais. Et on avait, ce combo agence web plus agence SEO que les autres n'avaient pas et du coup, on a déroulé comme ça le la partie commerciale, quoi. Mmh. Donc c'est là que qu'on voit que depuis 2010 et même peut-être avant, hein, que ce que tu me disais en tout début, le concept de croissance, en fait, tu l'as eu super tôt. C'est que tu as eu un besoin, tu as vu que tu étais limité par la concurrence, enfin limité, que voilà, tu étais contre des personnes qui étaient peut-être plus fortes que toi et tu t'es Ah dit: «Bon, ouais. bah, c'est quoi les cartes, que je peux abattre pour que moi je puisse me mettre en valeur, quoi?» C'est en fait, le problème du storytelling, c'est quand tu racontes les choses après coup, tu passes toujours pour le héros où tu avais tout compris, tu avais tout C'est vu, mais clair. en réalité, on tâtonnait, on savait pas du tout, tu vois, on n'avait pas tous ces mots-là, on n'avait pas compris ces concepts-là, mais avec le recul, oui, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, moi, j'ai jamais bossé en agence web, j'avais à l'époque peut-être 24 ou 25 ans, donc j'avais 5 ans plus 18, donc 23, ouais, j'avais 25. J'étais le plus jeune quasiment partout. L'entrepreneuriat était pas développé. Les seuls jeunes entrepreneurs, c'était des branleurs de start-upers qui prenaient l'argent de la BPI. C'est toujours un peu le cas. Voilà, si tu veux, vraiment, il y avait rien et on s'est dit: «Bah, voilà, il y a des agences web qui sont là depuis 10, 15 ans». Même si elles étaient un peu, vieillottes dans ce qu'elles concevaient et que nous, bah, comme on venait de se former et d'apprendre, bah, on avait les toutes dernières technos, on était quand même vus comme les jeunes, si tu veux. Donc soit tu vends moins cher pour te faire un réseau, soit tu vends au même prix, mais on te dit: «Ouais, mais l'autre, il est là depuis 20 ans et toi, tu viens d'arriver». Donc ouais, il fallait trouver des choses pour, donc il y a le côté jeunesse, le côté punch, le côté plus de force de travail, certes, mais il y avait aussi le côté où il fallait trouver un point pour se différencier, quoi. Et je suis un peu tombé dans les SEO par hasard clairement, hein, parce que je me suis posé la question, «Tiens, pourquoi il y a des premiers, pourquoi il y a des deuxièmes?» Puis une fois que tu as été premier sur des mots-clés, complètement de manière intuitive et empirique, tu vois ce que ça te génère comme traf. Tu te dis: «Mais attends», justement des web schools ont discuté, d'autres e-commerçants me disaient ce qu'ils lâchaient en Google Ads. Ce qui était encore déjà beaucoup moins cher que ce qu'on a maintenant. Mais à l'époque déjà, c'était des centaines d'euros des fois par jour. Je me disais: «Mais attends, en SEO, je fais pareil, c'est gratos». Genre gratos. Entendons-nous, j'ai travaillé pour, mais une fois que la page est là et que je suis positionné, bah, personne, tu vois, je dois pas repayer chaque jour. Si ma CB elle a expiré ou je paye plus, Google ou Facebook ou, Meta maintenant, bah, en gros, j'ai plus de visibilité, quoi. Que le SEO, tu peux avoir une chute, mais ça perdure, quoi. Ouais, c'est comme un espèce d'investissement au final que tu fais. Ouais, on dit Ouais. souvent, tu es locataire ou tu es propriétaire de ton trafic. C'est, est-ce que tu es locataire de ton appart et quand tu arrêtes de payer, on te met dehors, c'est de l'Ads, ou est-ce que, bah, tu es, propriétaire chez toi et en fait, tu payes tous les mois un prêt, mais même si tu arrêtes de le payer et qu'on te met dehors, tu quand même payé et tu t'es quelque part enrichi, quoi. L'image est super belle, je vais te la piquer. Elle Jamais est pas de entendu moi. ah bon? Bon, je vais la piquer à Oui, la je l'ai piqué à quelqu'un, tu peux me la repiquer, aucun problème. Mais bon, ouais, c'est un truc souvent qu'on dit en SEO, versus Ads pour expliquer un petit peu le concept, quoi. bon, très bien. Et par rapport à tout ça, bah, tu dis que le SEO, tu es un peu tombé dedans par hasard, mais tu as eu plein de casquettes, la casquette de consultant, de fondateur, cofondateur, bah, maintenant d'organisation d'événements. Là, tu parlé on a vraiment parlé SEO, tu as dit que voilà, il y avait le besoin de concurrence, et du coup, qui en a découlé le côté formation. Tu disais juste avant également que tu aimes réseauter et que c'est quelque chose qui a toujours été, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et justement te dire: «Je vais créer un événement de l'ampleur, du SEO Summit», qu'on va creuser après? Hem, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas tu te dis, «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Jour du moins pas chez moi» et tu crées ton truc. C'est un peu on a vu des choses prendre. Moi, je me suis mis dans les SEO. Rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner. Je suis rentré dans un premier ce qu'on appelle un bootcamp maintenant qui est à la mode, mais c'était déjà en 2014 chez quelqu'un qui s'appelle Laurent Bourrilly, qui est très connu dans le SEO, qui m'a fédéré et j'ai compris qu'avec un mec qui te pousse et qui t'explique déjà les choses, ça allait beaucoup plus vite et dans ma promo, la première année avec moi, j'ai un pote qui a créé une grosse agence e-com, un deuxième qui a créé une plateforme, d'autres qui sont passés de 50-60 000 de CA à 2-3-400 000 et qui ont créé des agences, moi qui m'étais développé et en plus de la partie compétence, j'ai vu que, hem, bah, en fait, les mecs autour de moi faisaient des choses, quoi.
Je me suis dit: «Ah ouais, c'est hyper puissant d'être en groupe, ce côté tribu», tu sais, pour aller buter un mammouth, tu vas pas tout seul, quoi. Ça vient de quelque part, en fait. Tu vas en groupe. Bah, là, c'était un peu pareil. Si tu veux trouver des gros clients, si tu veux te développer, si tu veux pas faire le et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais le rester freelance, dans ton coin, bah, à un moment donné, tu as besoin de cet écosystème autour. C'est pour ça que par la suite, j'ai appelé ma newsletter «L'écosystème» et mon podcast «L'écosystème SEO» et par tout ça, on s'est vu que ça fonctionne. Donc j'ai été dans des événements, je suis rentré proche du SEO Camp. Après, j'étais vice-président de cette association qui organisait, et qui organise toujours, qui s'appelle la FEPSEM maintenant, qui organise des événements, heu SEO, et qui fédère les différents acteurs. J'ai vu la magie des gens qui se rencontrent, qui discutent, qui se donnent des tips, qui tu vois? Les évolutions, un tel rencontre un tel, il était bloqué. Il y a un bon technicien qui rencontre un commercial ou un freelance qui a pas de mission en ce moment, qui rencontre une agence qui galère à trouver quelqu'un, qui est dispo et j'ai vu ces fusions-là où des fois, en fait, c'est juste que celui qui cherche ne trouve pas et celui qui trouve, il trouve pas le chercheur de l'autre côté, tu vois? Donc en fait, je me suis dit, il y a une puissance là-dedans, il y a quelque chose, tout simplement un jour en discutant, on s'est dit: «Orléans, tiens, il y a pas d'événement, faut aller à Paris, pourquoi on ferait pas un truc à Orléans?» Voilà et c'est parti de là. En fait, on a fait un 1 événement à 80 personnes à Orléans, ça a plu, on m'a dit: «Il faut absolument que tu recommences». Moi, la partie orga, être avec les gens, discuter et tout me plaisait beaucoup, donc je me suis dit: «Bah, au lieu d'aller chez les autres, autant qu'on aille chez moi» et ça a pris de fil en aiguille jusqu'au covid où ça nous a un peu, heu les risques, si tu veux, financiers étaient beaucoup trop importants parce que les gens ne se déplaçaient plus. Donc il aurait fallu faire des éditions à vide, mais comme plus personne ne faisait d'édition, il y avait pas de côté concurrence. Et quand on a repris, bah, en fait, le challenge de se dire: «OK, là, on est arrivé au max à Orléans». On avait fait, on avait frôlé un peu, on avait dépassé les 200 personnes, mais c'est le max que tu pourras réunir à Orléans parce qu'on avait déjà fait une fois 180-190 en 2019. J'avais vu que l'édition de Bordeaux avait regroupé beaucoup plus de monde, de par le lieu et qu'Orléans on était recapé après l'édition d'après. Donc on s'est dit: «Bah, faisons ça à Paris, on sera pas capé, il y aura pas de» les seuls discours que tu peux avoir, c'est peut-être Montpellier-Marseille où ils te disent: «Ouais, on est loin de Paris» et encore, voilà, le train ça se fait bien quoi, avion et hem et on s'est dit: «OK, bah, on fait Paris» et pour être encore moins capé, bah, je voulais être dans un arrondissement à un chiffre, on a trouvé le Grand Rex, qui est un lieu très sympa et la première année où on fait au Grand Rex, on se retrouve capé par le nombre de participants où en fait on a atteint pas la capacité maximale de la salle, puisque la salle fait 2 500 personnes, elle est immense, mais la capacité maximum des communs pour réseauter. Parce qu'on fait 380 participants. En fait, bah, c'est le max que je peux accueillir le Grand Rex. Sur les 2 étages, c'est assez compliqué de se balader et tout. Donc on s'est dit, autre étape, comment est-ce qu'on repasse cette étape-là pour monter à 600 et on a trouvé le Parc des Princes parce que on en discutera après, mais le lieu pour moi joue beaucoup à réunir les gens. Parce que si tu leur dis, «Tu seras à la salle des fêtes de Nogent-sur-Seine, à côté de la casse automobile, on a déjà vu des events SEO», voilà ce que ça donne. C'est pas propice au réseautage, c'est pas machin. Quand tu es dans le Parc des Princes, tu as quand même ce côté magie. Tu vas prendre en photo, la coupe de la ligue, tu vas te balader sur le bord pelouse, tu vas voir les vestiaires, tu vois? Il y a un côté, que tu aimes le foot ou pas, c'est un côté magique et en fait, bah, c'est un peu ce côté challenge de se dire: «Voilà, on a un truc dans les mains, c'est comment on en fait, bah, le c'est déjà le plus grand événement SEO de France», mais si tu veux, ce titre-là déjà m'intéresse plus, quoi. En plus du plus grand, ça va être quoi? On fait 600, OK, comment on monte à 1 000, tu vois? Par exemple. Donc c'est plutôt ces questions-là où je me dis, là, je suis en train de préparer l'édition, du 14 octobre 2025, mais je suis déjà en train de me dire 2026, faudra qu'on revoie un peu la section parce que, on va être capé sur le nombre de participants et de partenaires. Il sort de question d'être capé. Donc Mmh. voilà un peu la logique. Nous, on fait beaucoup, beaucoup les choses au feeling, ce qui nous a aussi emmené à entreprendre plein d'idées, mais aussi à se foirer complètement, bah, dans le sens où, bah, si on avait réfléchi un peu de base, on voyait que les chiffres pour arriver à gagner à avoir une boîte rentable, étaient compliqués. Mais ça fait aussi la force de trucs où on se lance dans des choses, sans trop savoir ce que ça va devenir. Puisqu'au début, le SEO Summit était pas du tout rentable et on perdait même de l'argent. On y était même d'un billet de 1 000 balles où c'est nos SARL qui venaient sponsoriser pour pouvoir payer les salles et tout. Donc si on ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui, si tu veux. Donc faut pas toujours voir la rentabilité à très court terme, mais faut quand même se poser quelques questions, quoi. Mmh, je comprends et justement, enfin, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais, bah, justement cette vision de, bah, voilà, de faire un événement qui regroupe des personnes, qui puissent discuter, d'une, thématique ou de plusieurs thématiques, et d'avoir un lieu symbolique et c'est intéressant, j'avais pas pensé. C'était une autre question que j'avais de pourquoi le Parc des Princes, mais tu y as répondu, très justement. Comment tu fais
pour qu'un événement, et peut-être que tu peux même nous parler de comment ça se passe, directement, sur place, mais comment tu fais justement pour garder ce côté: «Je veux que les personnes parlent, qu'elles discutent entre elles, qu'elles fassent, éventuellement du business entre eux et cetera». Comment tu fais pour garder cette vision-là, alors que dans cet événement-là, il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de foule, peut-être de plus en plus de voilà de enfin forcément, hein, quand tu as une salle de 10, c'est plus facile de parler entre Pas nous nécessairement, que, parce que ah, pas nécessairement parce qu'en fait sur 10 personnes, tu as une probabilité de trouver quelqu'un qui t'intéresse assez faible. tout à fait, c'est vrai. Sur 500-600 personnes, et puis en plus maintenant avec l'IA, on a les profils des gens, tu as les profils LinkedIn, tu peux les aspirer, tu peux faire des matchings, tu vois? Il y a plein, plein de choses, qui peuvent se faire. En fait, c'est un peu comme un concept d'une émission télé ou de quelque chose. Dans le concept, on cale beaucoup de pauses et ces pauses, on organise des moments de networking et d'échange. Tu vois, on fait des visites là, on l'avait pas prévu de base, mais c'est une option qu'on a rajoutée en plus vu que les ventes se passent hyper bien et que qu'on est très, très satisfait si tu veux des de l'événement et de la croissance encore de cette année quoi. On a ajouté une visite du Parc des Princes, par petits groupes. Bah, forcément que les gens vont discuter, vont échanger entre eux, tu vois? C'est une manière de réseauter. On fait des speed business meetings qu'on va renommer, mais parce que j'aime pas le nom, mais on va trouver un truc français. Hem, les gens sont là pour échanger. Avec les sponsors, avec les partenaires, ils sont là pour échanger. Avec les conférenciers, on fait un espace un peu, cocooning pour que les conférenciers puissent amener quelqu'un dans leur, dans cet endroit pour pouvoir s'asseoir et discuter avec quelqu'un. Tu vois, tu viens voir un conférencier à la fin, bah, le conférencier te dit: «Oui, attendez, on va aller se poser là-haut, on va pas discuter dans le hall debout». Donc en fait, c'est une réflexion, si tu veux, de, co à quel moment les échanges se créent, un peu comme un canal d'acquisition, quoi. À quel moment le client, il voit ta marque, quelle interaction il doit faire et on crée des scénarios et on essaye que tout se passe le mieux possible dans ces scénarios. Que les gens soient pas debout dans le bruit, que les gens puissent discuter, que tu vas voir un sponsor, tu as besoin de discuter vraiment au calme, bah, on a des loges privatives où la personne peut aller, tu vois? Donc c'est une préparation en amont de se dire, quel scénario, quel concept Mmh. pour maximiser ça et puis après il y a le côté aussi, un peu, présentation, facilitation où on présente aux gens en avant, on leur explique pourquoi faire du réseau. Hem, dans les mails, dans ce que tu vas recevoir, dans l'onboarding, c'est de te dire: «OK, il y a les parties conf, vous aurez les replays». Hem, de toute façon, vous les reverrez les confs si vous y accédez vous allez y accéder au jour J, mais en plus, vous avez les replays pour les revoir. Le truc que vous ne pourrez pas revoir par la suite, c'est les réseaux et les gens. Vous avez qu'une journée pour créer ces connexions, quoi. Donc préparez en amont, essayez de voir s'il y a des gens qui vous intéressent, échangez avec eux, rencontrez-les, discutez et ainsi de suite, quoi. Tu donnes envie d'y aller, hein. Bah, parce que c'est l'endroit incontournable et incroyable. Non, non, mais au-delà de ça, on l'a vraiment conçu. Si tu veux, nos profils sont un peu complets. On est annonceur aussi, on a été faire des événements ailleurs, comme les Big Boss, comme les One to One, comme les plein d'événements. On a vu comment ça se passait, on a fait les Paris Creator Week, en tant que participant, mais on a fait la Paris Retail Week, la Paris, le e-commerce, salon d'e-commerce, tout ça, j'oublie les noms, mais Porte de Versailles, on a fait beaucoup, beaucoup de salons pendant des années. On voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas, on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Et ce combo, en tant qu'annonceur, j'ai une conférence pour, démontrer mon expertise et je reçois les gens après sur mon stand pour rentrer dans le détail de leur projet avec une étude de cas ou quelque chose, ça plaît. Pardon. Ah, Ça c'est plaît complètement. Donc nous, aux annonceurs, pourquoi on a beaucoup d'annonceurs et pourquoi on a les plus gros? Parce que, bah, aussi on a l'offre qui leur correspond. On nous dit: «Ah ouais, j'ai envie de faire ça». Si je leur explique: «Bah ouais, tu vas avoir un stand, tu auras 20 personnes qui vont passer devant chez toi, parce qu'on est à la salle des fêtes de Nogent-sur-Seine, personne veut venir». Alors, c'est un mécanisme, c'est-à-dire si tu as les meilleurs sponsors, les meilleures marques les plus connues, tu as les participants qui ont envie de venir et tu as le lieu qui est aussi propice à l'échange, quoi. non Donc mais faut pas laisser un peu les gens faire ce qu'ils veulent, faut un peu les guider en disant: «Moi, ma vision, c'est ça. Je pense que ça participe à votre croissance dans tous les sens de faire ça. Suivez-nous, écoutez-nous, essayez» et ceux qui ont essayé une fois, ils reviennent et l'année après, ils nous disent, «Beh, clairement, plus jamais je loupe, l'événement de l'année, quoi». Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens où effectivement vous avez vraiment pensé à tout pour que, c'est tu as peut-être pensé que c'est bête ce que je dis, mais que les personnes se sentent bien lorsqu'elles viennent parce qu'il y a Ouais, tellement de salons, et en effet, hein, des salons type, usine à gaz où effectivement tu rentres dans un espace où il y a
tellement de monde, bon, ça fait une petite hype, c'est cool, ou tu vas aller aux conférences qui t'intéressent, mais après, parce qu'il y a peut-être trop de monde, parce que, il y a trop de bruit ou autre, tu vas dire: «Je vais aller à telle conférence, après je m'en vais». Mais si effectivement tu te dis que tu as des moments propices de silence, de visite, d'échange, on reste effectivement sur ta vision, ta vision initiale, en fait, en plus de ce que tu proposes en termes de conférences. Et puis tu sais, c'est un peu comme tout, à un moment donné, quand tu deviens trop gros, bah, tu peux plus faire du personnalisé. Je prends la Paris Retail Week, il y a tellement de monde que, bah, voilà, tu peux pas te sentir un peu, c'est compliqué. C'est soit tu t'organises, d'où aussi notre expérience d'organisation, parce que moi, je sais que si j'y vais hem, en tant qu'exposant, si j'organise pas mes journées, c'est fichu. Oui. Ouais, il faut qu'en amont, une semaine avant, je dise qui, tu vois, je croise toujours Fred, chaque année là-haut. Hem, je lui dis: «Est-ce qu'on peut se bloquer? Est-ce que toi, tu es tel conférencier, est-ce que tu peux passer me voir? Est-ce que moi je peux venir te voir? Est-ce qu'on bouffe ensemble?» Tu vois? J'organise, sinon les journées, elles sont impossibles. Mmh. Tu croises personne, tu arrives à voir personne, donc en fait, il y a aussi une organisation et pour les gens qui ont pas forcément le réflexe, c'est aussi à nous organisateurs de leur pousser l'info en disant, voilà ce que vous pouvez faire comme réseau, un truc tout bête, mais voilà la fonction LinkedIn au lieu de venir avec vos cartes, vous pouvez, scanner vos QR codes et vous rentrer en contact sur LinkedIn. Quand vous rentrez, pensez à faire un petit message de remerciement, heu, à, heu, à donner des nouvelles de temps en temps. Voilà, que tu 5 techniques pour aborder les gens en discutant. Où est-ce qu'il faut te mettre? Si tu te mets vers le buffet, tu as toujours plus de chances de croiser des gens. Comment t'abordes? Tu vois, c'est un peu des questions pas bêtes, mais quand tu pas networké ou que c'est pas forcément ta spécialité, c'est pas hyper facile. Mmh. Donc c'est toujours positif c'est toujours, voilà, ouais, positif de donner les les conseils et puis après les gens feront leur propre expérience et verront ce qui les amuse le plus. Comment tu t'es fait pour, t'entourer, pour créer, un événement de cette ampleur-là? Tu as parlé de ton associé, il me semble, tout à l'heure. Hem, Comment on fait pour, créer ce genre d'émulation? Est-ce que tu as, enfin, est-ce que c'est vraiment que ton équipe? Est-ce que tu fais appel à d'autres personnes? Est-ce qu'effectivement tu t'agites un petit peu ton réseau? Enfin, je pense que pour les conférences, par exemple, les personnes que tu invites, ça va être beaucoup de réseau. Ouais. Mais après en termes d'organisation pure, comment tu t'es entouré? Alors il y a deux concepts là-dedans. Nous, un des grands concepts, c'est d'internaliser tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que, à partir du moment où ça arrive plus de 2 ou 3 fois dans l'année, tu internalises. Sauf des choses qui prennent du matos, comme par exemple pour la captation des conférences, on a un prestataire avec qui ça se passe hyper bien, il y a aucune raison de changer et il y a aucune logique d'aller s'acheter, 25 caméras pour, 2 fois dans l'année. Mais, par exemple les interviews, les captations, le montage vidéo, les podcasts, tout ça, c'est une personne en interne qui va s'en occuper prochainement chez nous parce qu'à un moment donné, ça devenait tellement, prenant et une part importante dans la communication, quotidienne qu'il faut quelqu'un pour gérer. Donc donc l'idée, c'est d'avoir une personne interne qui gère, pour les formations, pour l'événement, pour l'onboarding, pour sur place. On a un chef de projet interne qui s'en occupe. Hem, sur l'autre partie qui est la partie association, je vais revenir à ma partie réseau. Heu, c'est hyper complexe de s'associer. Statistiquement, il faut des gens qui à la fois s'entendent bien, mais qui à la fois n'ont pas les mêmes visions, et pas les mêmes compétences. Sinon ça sert à rien de s'associer, c'est pour diviser les bénéfices. Autant rester, chacun et tu bosses en co-branding ou tu bosses en duo, mais chacun ses revenus. Donc c'est dur de s'associer, donc le seul moyen pour moi, c'est, bah, c'est vu que le pourcentage de réussite est très faible, c'est de croiser le plus de gens possible et d'échanger avec le plus de gens possible et tu vois qu'à un moment donné, ça match, comme le groupe qu'on a rejoint si tu veux, après l'arrivée de l'IA où de toute façon c'était très, très compliqué dans le monde du SEO. C'est un groupe qui avait aussi besoin de s'entourer et d'avoir des gens qui avaient une vision, qui avaient de la notoriété, qui savaient gérer des projets et tout. Autant nous, on avait besoin d'équipes dans le groupe parce qu'une crise, tu peux la passer, à 50 ou 60 personnes, mais à 3, c'est plus compliqué. Tu as moins de capacité d'absorption, quoi. Heu, mais on connaissait ce groupe et cette personne depuis quasiment, 5 ans, 6 ans Mmh. et ça fait 6 ans que j'ai changé avec lui. Donc en réalité, c'était pas du jour au lendemain, c'est juste que, dans le réseau, des gens qui gardaient le cap et qui étaient, heu, structurés intellectuellement et qui avaient l'expérience pour gérer ce genre de situation, il y en avait 2 ou 3 et ça a matché avec cette personne, tu vois? Michael pour le citer, je sais pas pourquoi je le cite pas depuis tout à l'heure, mais ça a matché avec Michael alors que, d'autres gens, se seraient pas,
matcher et pour d'autres situations, c'est plutôt avec A ou B que ça a matché. Donc le côté réseau, que ça soit de l'association pure et dure en termes de parts, que ça soit du co-branding, du bosser ensemble, se passer du business, du ce qu'on veut. Je prends le cas de Bilker aussi. Pourquoi on fait avec Mathieu Chapon, Bilker, nous un truc SEO de long en large? Bah, parce que ça a matché avec Bilker. Pourquoi ça a matché avec Bilker et pas avec un autre? J'en ai aucune idée, c'est comme ça voilà, les trucs font que c'est aligné à un moment donné et il a ce côté un peu showman, le côté un peu, on s'ennuie pas, c'est pas monotone comme ton, c'est rigolo et tout. Mathieu a ce côté un peu plus, posé, serein, grand compte, il inspire confiance et tout, il fait que le duo, matche bien, quoi. Donc en fait, bah, c'est impossible de les créer à l'avance ces duos-là, ou ces échanges ou ces associations si tu veux, le truc c'est de les essayer puis tu vois si ça prend ou pas, quoi. D'où le fait si tu veux aussi dans l'entrepreneuriat d'essayer plein de trucs, de jeter plein de bouteilles. C'est Xavier Niels qui dit, «Je fais plus d'échecs que je réussis», mais tu retiens que ses réussites, mais en fait ces réussites, c'est lié d'un projet qui aurait pu échouer. Donc il tente plein de trucs, il y a plein d'échecs, OK, mais dedans il y a quelques projets qui prennent et c'est un peu ça en fait le sujet, c'est de dire, bah, on s'est pas trouvé naturellement comme ça et le premier coup qu'on a essayé, ça a marché. Des trucs qu'on fait flop et des gens avec qui ça a pas matché, on a arrêté de bosser, il y en a plein. Et justement, si on creuse un petit peu, ce point-là, enfin si tu le veux bien en tout cas, sur toutes les interventions ou les intervenants en tout cas qui viennent, je pense que tu as un petit peu tout. Tu as peut-être des SEO qui sont là effectivement depuis 15 ans, enfin qui ont une vision du SEO, enfin qui ont vu grandir le SEO. Tu en as peut-être des personnes qui se sont lancées un petit peu plus récemment, qui ont la connaissance, on va dire, un petit peu théorique de ce qui s'est passé avant, mais opérationnellement parlant ne l'appliquent pas. Enfin je pense qu'en termes de et tu me diras, hein, bien sûr, mais en termes de scope de personnes qui vont faire leur présentation, tu as vraiment de tout. Toi et enfin, là, c'est vraiment une question hyper subjective, mais qu'est-ce qui te marque là-dessus d'inviter des personnes qui effectivement ont des conceptions hyper différentes, mais qui sont dans le même, qui ont le même job en fait, plus ou moins? Il y a 2 grands principes, il y a déjà les gens qui font du SEO technique au quotidien et les gens qui font du SEO parce que c'est l'un des canaux d'acquisition, genre un traffic manager ou un responsable acquisition. Il a besoin de creuser le SEO, heu, mais pas de la même manière qu'un consultant SEO ou qu'un SEO chez un grand compte in-house qui va faire du SEO toute la journée. C'est pour ça qu'on a, un peu plus de 40 experts qui interviennent et 37 conférences sur la journée, avec l'accès au replay, c'est important, heu et qu'on peut un peu choisir ce qu'on veut dans ces 37 conférences, pardon. Parce que tu as des conférences plus techniques, moins techniques, du white hat, du black hat, du voilà, tu as un peu de tout. Donc chaque personne va faire son parcours. Il se trouve qu'en fait, le meilleur des mondes serait un ancien, consultant SEO qui a continué de se former au fur et à mesure et qui a compris la niaque commerciale qu'ont les jeunes et la hype du, TikTok et du marketing et du digital. Spoiler alert, c'est un peu moi, tu vois? Il y en a pas beaucoup. Donc, tu as des très anciens qui viennent un peu avec leur concept de, si on fait pas du SEO depuis 20 ans, on sait rien faire, on peut rien positionner, nanana. Tu as les petits jeunes qui t'expliquent que l'expérience, ça sert à rien et qu'au bout de 2 semaines, bah, c'est bon, tu es autant expert qu'un mec qui a 20 ans, et que le SEO, c'est facile, c'est pas dur, suffit d'apprendre, on regarde 2 podcasts, ça y est, on sait faire, voilà. Et je veux pas opposer, moi, les 2 mondes, je veux les réunir. C'est pas facile parce que tu as des extrêmes dans les 2 cas. Tu as des ayatollahs, des anciens, qui sont encore sur Twitter en train de râler sur tout et de pleurnicher sur tout et de dire, «Ah oui, mais ça il a dit, tu vu, il y a une erreur technique ligne 2 et puis ligne 4 il dit ça, c'est faux, hein, parce qu'en fait, voilà». Donc c'est très bien d'être comme ça fait pas vendre, ça ramène pas de thunes, ça paye pas les factures, mais ça ça se fait mousser dans les soirées techniques, on va dire. Donc il y a eu quand même une grande période du SEO chez nous où, bah, le plus technique se faisait mousser dans les événements. Ouais. Qui a vite quand même été effacé par, celui qui le dit plus souvent et plus fort a raison. Ce qui a aussi été genre on a vraiment été dans un concept, si tu veux, du deuil et il y a quand même eu ce deuil à faire de, bah, en fait, je suis invisible, j'ai beau être le meilleur technicien, si je suis invisible, je suis vraiment invisible. Avant, on venait nous chercher. C'est-à-dire que, il y avait peut-être, 200 ou 300 experts SEO qui touchaient vraiment leur sujet, qui touchaient vraiment bien leur bille et les plus visibles, les quelques que plus visibles, avaient, du boulot à refiler aux autres. Mais sans, apport d'affaires. C'était vraiment: «Tiens, je te file une mission, appelle le client de ma part et débrouille-toi».
Voilà. Il y en a qui ont tenu le pavé, il y en a qui ont fait n'importe quoi, il y a eu de tout, mais voilà. À un monde où, au moment du covid, c'était un peu le tous entrepreneur, tu sais, ouais, tout le monde peut être entrepreneur, c'est facile, il suffit de se mettre à son compte, blablabla, son compte, blablabla. Et dans le SEO, il y a eu la partie un peu, le SEO c'est facile, regarde, voilà le mode d'emploi. Bah oui, puisque ça faisait 15 ans que, des experts notamment qui interviennent chez nous au SEO Summit, décortiquent le SEO et l'expliquent gratuitement. Dans des forums, dans des expos, tu prends, Sylvain Perronnet, il y a un nombre, incalculable de podcasts, tu apprends plein de choses gratuites. Tu prends Paul Sanchez, ses conférences notamment au SEO Camp depuis 2014-2015, tu apprends plein de choses. Tu peux suivre des gens comme ça, je peux t'en citer des dizaines, sinon vous allez sur seo-summit.fr, dans la liste des conférenciers, vous les avez à peu près tous. Bon, OK. si ces gens-là n'avaient pas été là pour donner les infos gratuitement, personne n'apprendrait du SEO aujourd'hui. Donc tu as aussi ces anciens qui disent aux jeunes: «Bah, ouais, mais oublie pas que si, j'avais pas filé la méthode, personne l'aurait trouvée». Parce que c'est un peu la particularité, chez Google, c'est qu'on nous a jamais communiqué les facteurs de positionnement et comment on fait du SEO. Ça a été toujours: on cherche. On a vu, des gens ont vu qu'à un moment donné, tu vois, des Paul Sanchez, j'ai oublié des noms, des Kevin Richard, hem, ont vu, Alan Kladix et tout, ont vu à un moment donné que, bah, quand on faisait des liens vers une page, elle se retrouvait première. Bon, ils se sont dit: «OK, on va faire plein de liens», tu vois? Et c'est un peu ça. Donc quand tu as d'autres petits jeunes et pas péjoratifs, mais d'autres jeunes qui arrivent et qui disent: «Ouais, bah, en fait, on sait, il faut faire ci, ci, ça», bah, un peu de reconnaissance quand même, vers les anciens parce que, OK, quand on te donne le mode d'emploi, c'est comme tout, c'est facile. Par contre, il manque vraiment un truc un peu aux anciens, c'est cet aspect vente, communication où aujourd'hui les jeunes sont hyper à l'aise avec, c'est-à-dire que n'importe quel, jeune de 20 ans, s'il veut vendre, il est à l'aise avec la vente, en fait. En ce sens où il se met à l'écran, il communique, il parle et même s'il dit des âneries, toutes les 3 lignes, bah, il parle quand même et vu qu'il parle souvent, bah, on le croit. Mmh. Voilà. Si à ça tu rajoutes un peu de budget pour faire un podcast, pour, se mettre au code de TikTok et au code des studios type, Podspace et ainsi de suite, bah, en fait, pour 500 € de l'heure, tu te retrouves avec un mois entier de short, de manière hyper quali et cadrée quoi, tu vois? Donc communiquer est quand même beaucoup plus simple, et les et je trouve que les jeunes quand même ont une appétence, ont une compréhension parce qu'ils ont vécu dans ce monde en fait. Ils ont vécu tout de suite dans le monde où, bah, quand tu allumes YouTube, au bout de 3 vidéos, tu tombes sur Oussama Ammar et du Yomi Denzel. En 2014 ou 2013 ou 2014, les vidéos d'Oussama Ammar, il y avait 50 vues. Moi je les regardais, il y avait 50 vues, 60 vues, tu vois? Si tu allais pas à The Family, le voir, bah, tu n'avais pas forcément sur YouTube. Tout était pas, redispatché sur YouTube. Puis même sur YouTube, il y avait pas beaucoup de vues. Maintenant, tu prends la moindre vidéo qui parle un peu de business, tu as tout de suite, 10-15-20 000 vues, du moindre noobs inconnu au bataillon, quoi. Donc je pense que les jeunes aussi ont évolué avec ce truc-là en se disant: «Bah, si je gueule pas plus fort, je serai invisible et j'aurai jamais ma part du gâteau», tu vois? Mmh. Et puis tu as d'un autre côté quand même des vendeurs de formation qui vous disent, vu qu'eux, ils vendent la formation pour être visible, si on leur met l'objection qui est de dire: «Ouais, mais moi j'ai pas de compétences», non, mais on s'en fout de la compétence, vends des choses, tu vois? Donc dis que tu sais faire et tu vends. Parce que eux, ils vendent une formation pour vendre. Donc tu vois, faut compiler avec tout cet écosystème-là et bien comprendre que, bah, il faut pas que les jeunes, ils envoient trop bouler non plus les anciens. Il faut pas que les anciens soient réfractaires non plus aux jeunes et soient là à les corriger, parce qu'il y a une énormité de alors, une énormité, je suis d'accord, mais voilà, on dit tous des erreurs techniques et on est tous pas trop précis parce que la technicité et la précision ne fait pas vendre. Et je le vois vraiment moi, tu vois, sur LinkedIn, j'ai, heu descendu mon niveau technique pour qu'on me comprenne, bah, des fois, je vais dire voilà, plus de 90 des entreprises font ça. Il y en a un qui va me dire: «Oui, non, selon l'étude machin, c'est 89,9». En fait, on s'en fout du 82,9. Ce qu'on veut, c'est le principe et le concept, c'est comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Donc en fait, voilà, quand tu as cette logique qui est pour moi un peu la logique du dev barbu open source, tu sais, qui a besoin des chiffres hyper précis, qui a besoin des sources, qui a besoin de tout ça, mais il sait pas vendre. En fait, quand tu es à lire LinkedIn, tu lis des vendeurs. Donc, c'est normal que les 2 s'entrechoquent, quoi. Donc soit tu as le mec qui a l'intelligence de comprendre et d'aller plus loin que ça, soit tu as le mec, le technos, débile, buté qui vient faire des réflexions et qui se retrouve bloqué par tout le monde au final, puis il dit: «Ouais, LinkedIn, c'est nul, il y a que des vendeurs de pipeaux, quoi». Mmh. Ouais, donc Voilà. si on fait une espèce de synthèse, effectivement, c'est super smart dans ton événement de lier les 2 parce que tu as le côté, si je résume ce que tu as dit, le côté un peu test and learn des personnes qui ont commencé là-dedans et le côté, apprentissage, restitution, marketing des personnes peut-être avec un peu moins de compétences mais qui viennent de se lancer.
si on prend les 2 pour se lancer ou en tout cas faire une carrière dans le SEO, en fait, on a le meilleur des 2 mondes, en fait. Ouais, merci d'avoir résumé parce que je suis parti loin par rapport à ta question de base. Tu raison, le J'essaie monologue a de été long. comprendre aussi. Ouais, ouais, mais oui, oui, tu as tout à fait raison et ce côté aussi où, les anciens l'ont compris, c'est que YouTube n'est pas est très bien pour commencer à comprendre des sujets, mais tu la der le dernier palier d'être expert, tu l'auras pas sur YouTube. Tu peux Ouais, dire ce que tu veux, vous pouvez raconter ce que vous voulez, je le sais, vous me ferez pas changer d'avis. Tu vas apprendre des sujets, découvrir, devenir meilleur que 80 des gens qui parlent du sujet en regardant du YouTube, en lisant des sites, des blogs, des posts LinkedIn, en fouillant, en lisant des bouquins, il y a aucun problème. Le dernier palier, tu l'as en allant à des formations privées. Voilà et c'est pour moi le seul truc qui manque aux jeunes, c'est que, je trouve trop répandu l'idée de dire que tu vas tout apprendre gratos sur le web, pour le métier du SEO je parle, mais c'est vrai pour plein d'autres métiers. À un moment donné, il manque cette dernière brique et les gens sont pas idiots, les formateurs vont pas aller révéler gratuitement tous ces trucs-là gratos, pour être, gentil, ça paye pas les factures d'être gentil, ça remplit pas le frigo. mmh, Donc bien évidemment qu'ils vont troquer cette compétence contre une rémunération et voilà. Donc c'est très clair dans le domaine du marketing et de la vente. Dans le domaine du SEO, ça ne l'est pas encore ou parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de forums généreux, de gens généreux et d'anciennes générations généreux. Mais je trouve que la nouvelle génération est quand même moins généreuse en tips gratuits. C'est-à-dire que, à l'époque, on avait un forum, par exemple, qui s'appelait Script SEO, il y avait tout. Tout, tout, tout. Les personnes te partageaient les spots, des templates, des trucs, c'était une mine d'or. Maintenant, gratuitement, tu l'as plus ça. Parce qu'on a mmh. aussi basculé dans une autre ère, parce que ça monétise, parce que ceci, cela. Mais du coup, ça veut dire que tu peux plus réagir comme avant à te dire: «Il y aura tout de gratos». À un moment donné, désolé, il faut sortir la CB et payer pour ta formation, quoi. Ouais, je me rappelle d'une époque, effectivement, peut-être que ça se fait toujours en agence SEO, mais je me rappelle qu'il y avait une époque, où en fait la communauté SEO était tellement généreuse en tips. Je me rappelle qu'en agence, entre autres, il y avait des points dans l'agenda de tout le monde où tous les consultants se regroupaient pour faire de la veille en train de dire: «Bon, bah, moi j'ai creusé, je suis allé voir ça dans ce site. Moi aussi je suis allé voir ça dans ce site». Je sais plus trop si c'est toujours, le cas aujourd'hui, mais il y avait vraiment le côté où je vais aller prendre des informations d'autres personnes, en faire une synthèse et l'appliquer directement pour les clients, voir ce que ça donne. Mais en Ouais, tout cas, ce côté de restitution, de partage, j'ai l'impression de le voir de moins en moins, personnellement. Bon, je suis pas vraiment dans le SEO comme un vrai SEO, mais alors ça je pense qu'en agence, c'est toujours pratiqué avec de la veille de la veille et de la formation continue parce que c'est, dans l'entreprise et les gens ont besoin de s'aider dans l'entreprise. Heu là où il y avait beaucoup avant et notamment ça se passait sur Twitter, mais c'est complètement mort aujourd'hui, c'est des gens qui partageaient à la communauté à l'extérieur en disant: «J'ai trouvé ça, j'ai fait ce test-là, voilà». mmh, Heu ça, ça a complètement disparu. Je pense que X, a contribué aussi, à écraser un peu ce truc. Mais je me rappelle il y a 10 ans, il y a des gens qui avaient une vraie compétence en SEO et qui montraient des résultats et comment faire et ils le partageaient, tu vois? Maintenant, ça n'existe plus. Alors, soit ils ont plus rien à partager parce qu'à un moment donné, quand tout a été découvert, c'est dur de découvrir des nouvelles choses. Donc je comprends que ça soit dur pour eux, ils ont une heure de gloire et puis maintenant on leur dit: «Bah ouais, mais ce que tu dis, tout le monde le sait, quoi». Donc tu vois? Hem et puis, il y a peut-être moins à dire, il y a des gens qui s'en sont servis, qui ont jamais renvoyé l'appareil. Donc il y a plein de contextes font que bah, il y a moins de partage et là, je le vois, ça va être dramatique, c'est sur la R&D des GSE, hein, des moteurs génératifs. Je vois quasiment que des erreurs circuler sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et tout, hem, qui racontent des erreurs et des bêtises parce que plus personne ne fouille. La R&D est catastrophique. Donc heureusement qu'on a encore un peu les US, on a encore quelques personnes en France qui réfléchissent dans la communauté, qui avancent, qui bossent dessus. Hem, mais il y a pas le partage qu'il y avait à l'époque. C'est des époques aussi différentes, tu vois? Tout change, comme l'alcool au restaurant, comme plein d'attitudes, plein de trucs. Tu regardes la télé des années 60, c'est plus la télé des années 90, qui est plus celle de 2010, qui est plus celle de maintenant. Donc bah, ça évolue, il faut évoluer avec son temps et malheureusement, si tu évolues pas avec ton temps, tu disparais, comme les ouais. dinosaures. Donc c'est pour ça que l'événement, moi, j'essaye aussi de faire en sorte qu'il évolue vers, ce que les gens, veulent et vivent aujourd'hui. Parce que sinon, si on fait un événement comme en 2014, aucun intérêt, quoi. Mmh. Bah, justement, on va creuser juste après parce que je vais te poser des questions sur l'IA, mais j'ai juste une question d'abord, et peut-être que ça vient avec le point dont tu viens de parler tout de suite.
C'est que, alors c'est une toute petite question, mais je vais en faire une grosse question, tu vas comprendre. C'est que, bah, nous en growth marketing, comme je te disais avant qu'on lance le podcast, on est censé avoir une connaissance uniforme de tous les canaux d'acquisition. Donc, les 19, enfin on peut même dire 20 maintenant avec l'IA. Ouais. Forcément on n'est pas expert partout. On a notre T-shape, on peut être expert dans un ou max, on va dire 2 compétences où là on est vraiment très, très bon. Mais sinon, sur les autres compétences, on a des petites, enfin, on a des bases, quoi. Comme moi, par exemple, j'ai des très bonnes bases en SEO, mais je suis pas une SEO. Je peux pas me permettre, de parler avec des SEO. Mais moi, ce que je constate et j'en parlais avec un confrère il y a pas si longtemps que ça, c'est que sur tous ces canaux-là, donc les 20, bon, si on met l'IA à côté qui est, autre chose encore, moi, je trouve quand même que la sphère SEO, c'est, un des canaux d'acquisition ou en tout cas une des co enfin, un des canaux d'acquisition où il y a la plus grosse communauté aujourd'hui, de toutes les manières de faire de l'acquisition aujourd'hui. Tu as parlé du côté effectivement où vous parlez beaucoup, il y a le réseau, il y a l'aspect, partage, mais selon toi, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui il y a des gros événements SEO, peut-être moins SEA, même si ça existe, mais pas à cette ampleur-là? Mais pourquoi, selon toi, le SEO est aussi, bah, regroupe autant de gens au final, Alors, j'ai fini. alors, je sais répondre parce que c'est le canal le plus rentable de tous les canaux, dans tous les Simplement. sens. Tu peux faire les calculs comme tu veux, c'est le plus rentable. Je sais pas déjà si on est la plus grosse communauté. Ce que je Une peux te des plus dire, grosses. c'est qu'il y a des petites communautés comme les communautés des copywriters, tu prends celle de Charles Barra avec Copy House, c'est en train de grossir. Il y a de plus en plus de vrais copywriters. Je dis vrais, je suis désolé, mais de copywriters. La communauté SEA, pareil, il manque d'événements sur le SEA, tu as raison. Après, sur la partie digitale un peu plus large, je trouve qu'il y a des communautés. Sur le e-commerce, il y a des communautés. Sur, Facebook Ads, Meta, la partie créa, Adscopy, il y a des grosses communautés. Les dropshippers, il y a des grosses communautés. Donc je sais pas si on est la plus grosse, je pense pas. Je pense qu'on n'a pas les infos et on voit pas ce qui se passe ailleurs, c'est plutôt ça. Mais ouais, c'est une grosse communauté. Alors pourquoi? Parce que, je je pense déjà qu'il y a un effet, c'est que le poste est identifiable. C'est-à-dire que tu écris consultant SEO, responsable acquisition, traffic manager, on a des métiers associés. Hem Sur la partie, gross marketing digital, le terme gross a mis beaucoup de temps à ce que les gens s'appellent, tu sais, growth hacker, c'était un peu une insulte par un moment. Avant que tu t'appelles, growth manager, head of growth, ce genre de truc, ça a mis du temps avant d'arriver au poste, que les Ouais. postes arrivent et soient voilà. Et je pense que clairement sur la partie, ads, ads copy, c'est pas un poste, tu vois? Je pense qu'il y a pas de poste vraiment attitré à ces gens-là, ce qui fait qu'on n'arrive pas à les regrouper, en un moment. Mais, je pense que la communauté SEO a grossi aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait un sujet intéressant, il y avait du partage. Quand tu as tout découvert sur un canal, c'est compliqué, tu vois? Tant qu'il y avait des nouvelles choses, là, il y a une grosse, communauté qui est en train de se créer, qui sont les communautés IA, copywriting IA, SEO et IA. Il y a toutes les communautés qui se rajoutent IA, derrière et ça fait des nouvelles communautés. Ce qui est d'ailleurs un effet un peu inquiétant parce que, bah, c'est tu peux pas te dire expert de quelque chose qui est en train de naître. Donc, tu vois, c'est un peu ça interroge quand même sur la réelle compétence derrière. Mais je sais pas répondre à ta question, en fait. J'en ai aucune idée. Si on est vraiment les plus gros et de 2, je vois juste que les gens ont une appétence et ont besoin d'informations. Donc il y a une demande, il y a des événements en face et voilà. Mais il y a pas tant d'événements que ça non plus sur le SEO, hein. Il y a plein de petites choses qui sont assez rapidement remplies parce que c'est une centaine de personnes. Sur des gros rendez-vous comme le nôtre, il y en a pas 50 quoi. OK, ça me va très bien, tu as répondu, hein, pour répondre à ta question. Hem, Bah, on va rentrer dans l'IA, ce fameux IA dont on n'arrête pas d'effleurer la surface depuis tout à l'heure. Comme tu as dit, bah, ça change pas mal de choses, sur tous les métiers, justement. Tu as quand même commencé à en parler un petit peu. Hem Forcément, ça aide, mais ça dessert pas mal d'aspects des métiers côté marketing. Mais, hem, est-ce que il faut tout de même le voir comme un concurrent ou comme une nouvelle couche qui renforce le rôle de SEO aujourd'hui? J'ai la réponse, hein, mais j'aimerais avoir ton avis. Non, c'est une nouvelle couche.
pour refaire un peu l'historique, hein, pour qu'on se comprenne bien, il y a eu une époque, les moteurs de recherche ont été créés. Donc sur le marché du search marketing, la recherche, hein, c'est pas, j'attends qu'on me pousse une ads, hein, c'est pas du c'est pas du push marketing, hein, c'est du pull. La personne a un besoin, elle veut acheter des chaussures, elle va taper sur un moteur de recherche. Il y a une époque, on avait du Yahoo, du Lycos, du Google, du Bing. Il se trouve que Google a gagné. On n'avait que des moteurs de recherche. Après, les marketplaces sont arrivés. On a eu des moteurs de recherche sur les marketplaces, du eBay, du Amazon. Donc si Amazon était devant toi et que tu n'arrivais pas à le doubler, c'est-à-dire à être devant lui sur les résultats du seul moteur de recherche qui restait, qui était Google, bah, tu te disais: «Je vais me mettre premier sur Amazon». Et quand on est sur ces moteurs secondaires, les algos sont tellement simples que, hacker ce genre de truc et passer premier, c'était globalement assez simple. Donc il y avait des moteurs comme YouTube, comme Amazon, comme eBay. OK. Après sont arrivés d'autres marketplaces, c'est un peu le côté, startup nation, et ubérisation. Donc il y a eu des Uber, il y a eu des, Expedia, il y a eu des Booking et les hôteliers nous ont demandé: «Bah, comment je suis premier sur Booking dans la partie naturelle?» Voilà, donc c'était nouveau moteur de recherche. Puis est arrivé sur le marché du search ce qu'on appelle les moteurs génératifs. C'est-à-dire que c'est un autre type de moteur que Google, puisque Google te propose des résultats. Là, ça te propose une réponse déjà formatée, basée sur tous les résultats qu'il a trouvés sur le web. Donc, c'est une nouvelle manière de rechercher. Après, comprendre comment ça fonctionne, on a déjà gros saqué le truc, hein, on a bien déjà revu que le contenu en blanc sur blanc, il fonctionne, le clocking, il fonctionne, la répétition en masse fonctionne. Il y a des confs de Alan Kladix, il va encore nous refaire une conf, mais celle qu'il avait donnée au Grand Rex montrait clairement comment il fait. L'IA te disait que l'aquaponie était une discipline au JO. Voilà, parce qu'il avait fait en sorte de lui faire croire, et dans le dataset de l'IA, ChatGPT te disait: «Ouais, ouais, c'est telle personne qui est championne d'aquaponie et l'aquaponie aura bien lieu au JO, il y a pas de problème». Il y a même des sites et des sites d'actualité qui ont repris cette info, pour te Et dire que ben, du BFM& Co, c'est vachement contrôlé, quoi. Bref, donc si tu veux, tout ça, on sait les manipuler. Maintenant, c'est quelques pourcentages du trafic. Ce qui paye les factures, c'est du Google. Ce qui amène du trafic, c'est Google. ChatGPT, encore peu. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de modèle économique, parce que les liens sont en tout petit, parce que ça dit plein d'erreurs, ça a du mal à reformuler et bien répondre. C'est pas parce qu'il a les bonnes sources qu'il répond correctement. Il fait encore plein d'erreurs. Donc et les gens ont pas encore l'habitude d'aller sur ChatGPT poser une question sérieuse, et la débilité des gens ne va pas dans la communication. Quand tu vois, tel couple d'influenceurs s'est retrouvé bloqué je sais pas où parce que ChatGPT leur a dit qu'il fallait pas de passeport, mais qui s'arrête dans sa recherche de voyage à dire, «Je demande à ChatGPT, je vais pas vérifier sur le site officiel», ou de la compagnie aérienne ou je sais pas quoi. Tu vois, tu te dis, c'est du darwinisme de base. Il y a des gens et peut-être qu'il faut qu'ils arrêtent de vivre, tu vois? À un moment donné. Donc ça va donc la com qui est dans ce sens, c'est de dire: «Ouais, l'IA peut vous faire plein de bêtises», ce qui est tout à fait vrai. L'IA peut vous induire en erreur, ce qui est tout à fait vrai, et on a besoin d'une nouvelle compétence qui est quand même la remise en cause, si tu veux, le scepticisme, de se dire: «Attention, est-ce que tout ce que me dit l'IA est vrai?» Donc c'est une modif pour moi, c'est même pas un nouveau canal, c'est une modification de la manière de rechercher, et on en a encore pour 2 ou 3 ans avant que ce canal s'applique. mmh, Mais il va le prendre. On a eu le pas du vocal où on a dit: «Oui, le vocal, nin mais en fait, le vocal n'a jamais pris parce que la techno est restée nulle. Tu discutes 2 minutes avec un Alexa, tu vois bien que le truc est pourri. «Salut, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui?» «Non, nous sommes mardi». OK, super. Ça n'a jamais décollé à cause de la techno. Donc si l'IA arrive vraiment à répondre avec moins d'erreurs, OK, la techno va décoller, et peut-être qu'à un moment donné, ça décollera pas plus. Je parle pour le search, hein, oui. parce que les gens ne l'utiliseront pas en search parce qu'ils voient que les réponses ne sont pas fiables. Donc si on arrive à fiabiliser, ça va prendre. Si on fiabilise pas, ça sera peut-être qu'un outil, mais pas un outil de search, quoi. Et justement, enfin, tu as un petit peu commencé à répondre à cette question, mais je vais quand même la poser. C'est que tu dis que enfin, c'est nouveau, hein, forcément, ça a même pas 5 ans encore, mais que tu vois des grosses absurdités qui sortent de la veille des personnes concernant, le search plus IA. Est-ce que, là, aujourd'hui, tu as peut-être un, 2, même plus, hein, des mythes que tu as vus, et qui sont, ancrés peut-être dans la tête de quelques SEO aujourd'hui, que tu as peut-être envie de débunker aujourd'hui, vis-à-vis de, O bah, Ouais, alors c'est pas vraiment des erreurs, c'est de prendre des convictions à aujourd'hui en se disant que ça sera tout le temps vrai alors que c'est vrai aujourd'hui. Un truc très simple, on parle de Common Crawl qui est une base de données de crawl un peu comme, Web Archive, et on dit: «Ah ouais, Common Crawl a été utilisé par ChatGPT pour fournir ses datasets et ça l'est encore».
Certainement qu'il l'utilise un peu, mais je pense que vu qu'il a Google, donc maintenant le ChatGPT ne crawl plus sur Bing, il crawl sur Google pour récupérer les résultats de Google. Donc je pense que des bases de données comme des common crawl qui sont basées sur, elles-mêmes sur Wikipédia et Wikidata sont moins utilisées. Donc peut-être que pour faire les premiers datasets, ça a été utilisé, peut-être moins maintenant, tu vois? Wikidata, Wikipédia sont encore très utilisés. On dit beaucoup de Reddit, mais en réalité Reddit en France, il est très peu développé. Donc du coup, Reddit a quand même une part, minime sur la source. Donc c'est déjà comprendre comment l'IA, génère sa réponse. Elle la génère sur une base, ce qu'on appelle un dataset et ce dataset est constitué de données qui sont sur le web. Pour trouver ces données sur le web, on utilise ce qu'on appelle un crawler. Mmh. Aujourd'hui, ChatGPT, Claude, Perplexity ne sont pas des crawlers, ils interrogent des bases de données. Donc les bases de données comme Google. Google est un crawler. Google crawl le web et il stocke et il classifie. Et là où il est bon et pourquoi c'est le meilleur moteur de recherche, parce qu'il sait mieux classer que les autres. Quand vous tapez une requête un peu heu, détaillée et précise sur Bing, Bing vous envoie vers des résultats qui n'ont aucun sens. Par contre, Google est capable de vous donner les meilleurs résultats sur le sujet et ça marche globalement assez bien. Il y a toujours des erreurs, des problèmes et tout, OK, mais globalement, ça marche assez bien. Donc si tu veux, bah, ChatGPT, OpenAI, ils sont pas compliqués la vie. Ils ont dit: «Qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger la meilleure base de données au monde, c'est celle de Google». Donc notamment, ils ont récupéré tous les résultats de Google My Business pour, géolocaliser les vendeurs, les e-commerçants, les entreprises. Ouais, donc au final, si on fait une espèce de synthèse, bon certes, il y en a un qui sert oui, j'aime beaucoup les synthèses, hein, comme tu as dit. C'est très bien. Il y en a un qui sert l'autre, mais foncièrement, ça sert pas à grand chose de les comparer parce qu'en termes de fonctionnement, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et ça fonctionne pas du tout pareil, mais ce que je voulais dire dans les erreurs, c'est qu'il faut bien comprendre que la génération de la réponse est basée sur la source qui a été utilisée et la source qui est utilisée dépend un peu du moment, du modèle, voilà, donc il y a un moment donné, oui, c'était beaucoup du common crawl, après c'était beaucoup du YouTube, après on a vu un petit peu de Reddit, mais en France très peu, après on a vu des Wikidata, Wikipédia. C'est en train de se constituer pour que, les parce qu'en fait la réponse formulée contient des erreurs parce que la base de données est mal structurée ou qu'il y a trop d'infos et si on lui donne trop d'infos à l'IA, il se mélange les pinceaux. Parce que la réponse est générée de manière statistique et donc dans une statistique, il y a toujours une chance sur X que le truc se trompe. Voilà et vous le voyez très bien, vous mettez, un court texte, avec plusieurs personnes citées ou plein de chiffres et vous interrogez juste ChatGPT, sur le texte que vous venez de lui donner, vous allez voir qu'il se trompe. Heu on le voyait un jour dans un article de BFM, ça disait, a dit donc telle phrase, nanana, a dit Vladimir Poutine. En fait, c'était Zelensky qui venait de le dire. Donc très certainement un contenu généré par l'IA et bah, le truc s'en mêle les pinceaux, à la relecture, on l'a pas vu parce que c'est compliqué de relire un texte en se disant qu'il y a des erreurs partout. Mmh. Toi, on n'a pas l'habitude de faire ça. Tu lis un texte, par défaut, on te dit: «Ouais, c'est vrai, j'apprends de ce que je lis». Là, maintenant, il faut lire en remettant en cause chacune des informations. Donc il y a plein de choses comme ça, notamment en ce moment on parle des chunks. Les chunks c'est, on te dit voilà, bah, l'IA vient et découpe ton texte en plein de petites parties. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas par où elle commence, on ne sait pas si elle prend l'HTML, le markdown, si elle prend le texte, comment elle extrait, si elle récupère ton header ou pas. Donc en réalité, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc tu as déjà des théories de gens qui disent: «Ouais, faut mettre des espaces entre vos paragraphes, faire du 150 mots maximum, mettre un délimiteur HTML», mais en fait, on n'en sait rien de tout ça, si tu veux. Donc moi, le plus gros des erreurs que je vois, c'est de comprendre que ça fonctionne comme Google. Ça fonctionne pas du tout comme Google et de 2, c'est de bien comprendre comment la réponse est générée entre le moment où ça a été scrapé de la donnée. Ça n'interroge pas toujours le web en temps réel. Très souvent, ça utilise la base de données qu'il a et les différents modèles, Claude, Perplexity, ChatGPT communiquent sur une date d'apprentissage. Donc on te dit: «Voilà, là, à partir de juin 2024, tu as plus de data après». Si tu interroges sur des choses qu'on n'a pas, on va aller le crawler le web. Mais du coup, si tu lui demandes pas explicitement de crawler le web, il va peut-être te sortir de la vieille data. Donc il y a quand même une connaissance des utilisateurs à tout ça pour pas sortir des erreurs et ça reste encore un peu trop technique par rapport à madame Michu, qui préfère passer, 40 secondes sur TikTok. Parce que c'est facile TikTok. Voilà et tout ça, faut vraiment en prendre conscience. Mais on est en apprentissage, donc il faut pas jeter la pierre aux gens qui 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 publient ou qui communiquent sur des erreurs parce qu'au moins ils communiquent, au moins ils cherchent des choses, au moins ils aident à avancer le truc, tu vois? Donc c'est en racontant des conneries que qu'on va se dire demain: «On a compris comment ça fonctionne», quoi. Mmh. Donc c'est normal de dire des erreurs, faut pas jeter la pierre, faut juste pas aller pousser trop loin dans
dans l'apprentissage, de faire du surapprentissage et de se dire: «Ah OK, vu qu'on a dit que c'était comme ça sera tout le temps comme ça maintenant. Non, tout va changer, faut s'apprêter, faut déjà se mettre en tête que pendant 2 ans, tout va changer tout le temps, quoi». Très clair. C'est passionnant, je j'aimerais creuser, mais on arrive doucement mais sûrement vers la fin. J'ai quelques dernières questions, mais je pense qu'elles se répondent assez rapidement par rapport au reste. Alors tu es le deuxième épisode SEO, le premier c'était avec Bill Kerr, c'est l'épisode 2 si je dis pas n'importe quoi. Hem Je vais vous confronter. Non, je rigole. Non, en fait, dans son podcast, dans le podcast, un des takeaways qui était assez intéressant, c'est qu'il disait que, le SEO, c'est très bien, forcément, c'est son job, mais c'est hyper important, voire vital, de l'incorporer dans un écosystème, que ce soit avec l'IA, les contenus, l'événementiel, le réseau. Je pense que tu es d'accord avec ça, mais je vais quand même te demander ton avis à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, 2 aspects, c'est que avant, tu pouvais t'autosuffire et faire uniquement des actions purement SEO. Tu prends un nom de domaine type EMD, tu fais des contenus optimisés pour Google, tu respectes les titles, tu fais du backlink et globalement, tu es bien positionné sur Google. Depuis 2020-2021, on ne sait pas trop exactement avec les leaks, on arrive à remonter en fonction des noms qui sont cités, dans le nom des algos, des leaks ou durant le procès Google, pour savoir à peu près qui est arrivé chez Google, qui est reparti au niveau de la création des algorithmes, pour retomber sur des dates. On sait que Google a un peu changé son cap en se disant: On va analyser le comportement utilisateur pour définir si un contenu est bon ou pas. Donc de là, on en définit si une marque plaît ou pas et on regarde si cette marque existe au sens global du web. Donc tu ne peux plus juste faire des petites actions SEO dans ton coin. Tu dois de toute façon, en plus d'incorporer le SEO à un écosystème, ça ce qui a toujours été vrai, il faut en plus incorporer des actions de l'écosystème vers ton SEO, notamment faire des relations presse, notamment être présent sur les réseaux sociaux, que ta marque soit citée, que ta marque soit comprise comme une entité nommée, que ta marque soit sur du Wikipédia, du Wikidata, qu'elle soit associée à autre chose. Bref, que tu sois quelqu'un qui vive. Si tu fais de la pub télé, des flyers, ça fonctionne, tu vois? C'est une action qui va aussi jouer sur ton SEO. Donc avant, on pouvait se dire: «Bah, on fait son SEO dans son coin». Maintenant et c'est aussi ce qui contribue à avoir agrandi la communauté, j'ai pas rebondi, j'ai pas tilté ça tout à l'heure, mais, hem, moi dans mes échanges, dans les gens avec qui on travaille, on bosse de plus en plus avec des directions marketing, des directeurs marketing ou des directrices marketing. Hem et des gens, avant c'était un peu le SEO, c'était le truc du coin quoi, tu vois? Si on avait pu te mettre avec les commerciaux, ça aurait été très bien quoi, tu vois? Mmh. Ça embêtait un peu les marketeurs ou la communication de dire: «Oui, on gère le SEO», tu vois? Ça faisait un peu sorcier nébuleux, on va interroger le mage, qui va nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire en SEO. Donc, pour ça qu'on avait cette mauvaise image. Maintenant et c'est aussi là où les anciens consultants ont du mal à s'habituer, c'est que il va falloir parler à des responsables communication marketing se faire comprendre. Donc dans un call où tu as la direction marketing, peut-être un peu de finance, peut-être un peu de tech et tout, faut être capable de discuter avec tout le monde. Donc si tu proposes, grosse énormité, hein, à une énorme marque internationale, du cloaking pour aller cacher des trucs, le juridique va te tomber dessus, les devs vont te tomber dessus, tout le monde va te tomber dessus, tu vois? Et c'est normal parce que tu ne peux pas rentrer dans cette logique-là. Hem donc il y a cet aspect de dire: «Il faut s'incorporer dans un écosystème» et en plus, de toute façon faire d'autres actions qui vont jouer dedans, et de se dire: «Bah, ouais, ton mailing va jouer sur ton SEO». Parce que tu maximises ton taux de visite sur une URL et tu indiques à Google si ton contenu, il plaît ou pas. Mmh. Voilà. Donc au final, vous êtes d'accord? Ah complètement. Mais je pense qu'on va tomber assez d'accord avec Bill Kerr sur tous les sujets, hein. Pilker, si tu écoutes. Hem, Tu dit que tu te formes beaucoup, ce qui est très bien. Heu, Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller, que ce soit livres, podcasts, conférences? Bon, si tu mets le SEO Summit à côté, heu, qu'est-ce que tu peux nous Ouais, bah, recommander? alors, 1 truc, forcément les replays du SEO Summit et le livre SEO Summit parce que c'est un peu le condensé de tout. Après, dans les gens que vous allez pouvoir suivre, bon, il y a, Sylvain Perronnet et son frère Guillaume, qui intervient dans plein de podcasts, plein de sujets. Ils ont écrit 2 livres, que vous pourrez vous procurer encore, qui sont un peu sur les anciens modèles de Google, mais qui sont très, très bien structurés, qui donnent vraiment la logique. Vous avez alors je vais en oublier et à ceux que j'ai oubliés ne m'insultez pas s'il vous plaît. Olivier de Segonzac, Alexis Rilko qui publient beaucoup sur LinkedIn et Twitter leurs études et qui pour le coup, donnent quand même pas mal de matière, gratuite. Daniel Rock qui a repris le livre d'Olivier Andrieux,
Mmh. qui est la bible vraiment white hat et les basiques techniques, mais que tout bon SEO doit avoir lu aujourd'hui. Il faut pas que ça, pour réussir, mais il faut l'avoir lu et le comprendre. En fait, ça reprend un peu la documentation, Google Webmaster Tool, gratuite, mais qui est un peu pénible à lire pour s'y retrouver et tout. Mais vous avez la doc Google en ligne. Faut pas tout écouter, notamment sur le netlinking et les contenus, mais sur le fonctionnement et le mécanisme global, ça peut vous aider. Sur Twitter, vous avez encore plein de gens qui interviennent. Si on veut aller un peu plus loin que le SEO, sur les noms de domaine, par exemple, tu as, David Shelley qui parle beaucoup de noms de domaine. Sur le gros hacking, tu vas avoir Romain Pirotte et Léo Poitvin, c'est plutôt sur la partie grosse black hat SEO, gros hacking et monétisation, tu vois? Si on revient un peu au SEO, pur, bah, tu vas avoir les Fred Bobet qui publie pas mal. Il a, Trikaya Podcast, qui est un podcast qui passe, toutes les semaines où il interviewe des différents intervenants un peu experts et comme il est très tech, Fred, bah, il pousse les questions, assez loin. Vous avez des chaînes YouTube, vous avez pas mal de chaînes YouTube, le magazine Abondance qui donne un petit peu l'actu. Vous pouvez retrouver, Search Engine Land en anglais, mais Abondance reprend pas mal de sujets. Position Zéro, qui est un podcast qui interviewe pas mal de monde. Vous les aurez d'ailleurs au SEO Summit, ils vont venir tourner des épisodes exclusifs. Et vous allez apprendre sur le parcours et sur comment les gens fonctionnent. Vous avez un truc, c'est Passage sur le grill, je pense, avec des experts qui font un quart d'heure ou 10 minutes d'audit. Donc vous voyez vachement comment ils bossent, quoi. Voilà, il y a toutes ces ressources-là, l'idée c'est, de vous en prendre quelques-unes et d'essayer de les suivre et pas forcément de confronter à trop de personnes d'un coup. Parce qu'au début, pour apprendre, on a besoin quand même un peu d'une vision, d'où l'intérêt des formations pour avoir qu'un seul angle. Vous avez Rémi Mondina qui intervient, qui file pas mal aussi de trucs sur LinkedIn. Vous avez plein de gens à suivre. Hem, voilà, j'en oubliais plein. Victor Da Silva qui fait pas mal de choses, vous pouvez suivre aussi, François Tréca qui est pas mal sur des sujets un petit peu experts. David Groult aussi qui est de l'agence Noise, qui file pas mal de choses, qui est un très bon consultant. Je vais vraiment en oublier plein. Alan Kladix en anglais, qui va vous permettre de voir un peu plus de gros hacking de manière avancée. Il fait pas mal de tests sur les GSE, sur comment manipuler les IA. Vous prenez la liste des intervenants du SEO Summit, puis vous voyez, vous avez, Nelly Kems, Camille, Dufossé qui sont plutôt sur la partie conversion, on-site et qui sont, comment est-ce que ton contenu convertit? Tu vois? C'est-à-dire qu'au-delà d'être du contenu SEO, comment on rentre dans une logique de conversion? Ce qu'on va perdre un petit peu des fois chez des Sylvain Perronnet ou d'autres experts qui sont plutôt sur la partie sémantique pure. Donc c'est bien aussi d'avoir toutes les idées et de confronter et c'est pas confronter dans le sens où c'est, heu, à l'encontre d'eux ou versus, c'est plutôt, bah, moi je suis meilleur dans un aspect que dans un autre, voilà quoi. Donc il faut, confronter un peu ses points de vue et puis, apprendre de tout le monde, mais il y a beaucoup de ressources. Adaptez-vous aussi aux gens que vous avez envie d'écouter. S'il y en a un, sa tronche ou ses lunettes, ça vous revient pas, bah, ça va être dur d'apprendre avec lui. Écoutez quelqu'un avec qui vous avez plaisir à laisser tourner en fond, pendant que vous faites la vaisselle ou que vous préparez à manger des des choses et puis laissez le podcast en fond, quoi. Tu as été hyper généreux, vraiment merci beaucoup pour toutes ces ressources. Je crois que c'est la première fois qu'on en a autant, si je dis pas n'importe quoi donc Mais en fait, je suis en train de prendre conscience que tu as peut-être raison, que dans la communauté SEO, on est ceux qui on continue à te partager le plus, à avoir de plus en plus de ressources. C'est possible. ah donc tu rétropédales. Non, je rétropédale pas, mais je me suis jamais posé la question que tu m'as posée donc Ah pardon. mais là, je vois que, en citant et j'en ai oublié beaucoup, il y a beaucoup de sources, quoi. Il y a effectivement beaucoup de sources, ouais. Tu as Mathieu Chapon aussi qui partage Binker, j'ai oublié, tu vois? Binker partage beaucoup. Mathieu Chapon partage énormément, Thomas Meyer partage beaucoup, tu as, Guillaume Serre, il partage aussi énormément, Guillaume avec son nœud de pape, j'ai oublié son nom de famille, je vais me faire engueuler, qui partage aussi, voilà, vous avez beaucoup de gens qui partagent et effectivement, c'est vrai que peut-être que dans la communauté, on a une grosse partie de gens qui partagent. Voilà. Bah, tu vois, pour te dire, dans ma communauté Growth, et notamment quand je fais de l'enseignement, quand tu as, des personnes qui me demandent, «Est-ce que tu peux me recommander des sources Growth, vraiment pure Growth?» Je pose tout le temps une question, juste après, c'est: «Où est-ce que tu veux te spécialiser en Growth?»
c'est qu'en fait, j'ai du mal aujourd'hui à donner des sources vraiment grosses parce que comme je t'ai dit, hein, on maîtrise tout et sans maîtriser, Ouais. tout à chaque fois. Donc si la personne dit: «Bah, moi, j'ai envie de monter en compétence en SEO», là, je vais envoyer vers des SEO. Je vais monter en compétence en SEA ou en événementiel, bah, je vais envoyer vers des personnes en événementiel ou en SEA. Mais, mais lorsqu'on me demande vraiment du SEO, c'est là où je deviens la plus bavarde bah, tu peux aller voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Vraiment vous êtes, vous J'en ai peut-être pas conscience et tu m'as fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup de partage et beaucoup de gens généreux et peut-être que plus qu'ailleurs, comme je connais mal les autres communautés effectivement, ou ils ont peut-être compris qu'ils faisaient de l'argent avec leur savoir et nous on est encore trop bêtes pour diffuser ce savoir gratuitement. C'est possible aussi. maybe, maybe. Hem, est-ce que, l'avant-dernière question, on en a déjà beaucoup parlé, mais on va quand même en reparler. Est-ce que tu peux dire en une, 2, 3 phrases, pourquoi il faut aller au SEO Summit? Et bah, très simplement parce que, le monde du search est en train de basculer avec des nouveaux arrivants comme, ChatGPT, Perplexity et ça change pas mal la donne et si vous vous mettez pas à jour aujourd'hui, on a vu le mode de fonctionnement est complètement différent d'un Google. Donc si vous vous mettez pas à jour aujourd'hui, vous allez prendre du retard. Vos concurrents sont en train de se mettre à jour. Donc vous devez absolument vous mettre à jour. Le SEO Summit regroupe les meilleurs, intervenants et conférenciers sur le sujet. Donc c'est en une seule journée sur Paris. Paris, c'est facilement accessible. Une seule journée, c'est pas la mer à boire en termes de boulot. Vous allez récupérer toute cette connaissance, retour d'expérience, expertise et R&D d'un coup. Vous saurez sur quel sujet bosser. On n'en a pas parlé, mais le lundi 13, on a une formation finançable par votre Topco, qui est une formation professionnelle pour aller plus loin que le sujet des conférences. Vraiment apprendre, maîtriser, être très très proche c'est des petits groupes et vous êtes très, très proche des 8 formateurs. Mais déjà, juste pour focus sur le SEO Summit, bah, vous ça change, donc il faut s'adapter. On peut pas rester, immobile quand tout change autour de vous. De 2, on a vu que le réseau est hyper important. Bah, c'est l'endroit où vous avez plus de 600 participants. Vous avez tous vos pairs en termes de SEO, tous les experts qu'on connaît depuis 10-15 ans, que vous voyez sur LinkedIn, que vous voyez sur YouTube, ils sont présents le jour J. Donc, clairement, si vous voulez rencontrer, bah, vous avez l'opportunité de voir tout le monde à ce moment-là. Et on a un format convivial et sympa. Il y a un repas assis, placé. Vous avez des espaces de networking, vous allez pouvoir rencontrer les gens, échanger. On a des speed business meetings, on a la visite du Parc des Princes. Le lieu est quand même mythique. On a réservé tout le lieu pour nous. Donc, voilà, entre ce moment, actuel où il faut de toute façon se former, que ça soit avec nous ou avec d'autres, il faut que vous preniez, de l'avant et que vous veniez voir des experts et vous compreniez les sujets à bosser de demain. Le fait de rencontrer du monde, que ça soit, d'autres personnes comme vous qui veulent apprendre, qui recherchent, d'autres patrons d'agences, d'autres consultants, d'autres in-house, ou d'autres, hem, experts conférenciers ou autres. Acquisition, trafic, bah, tout le monde va être là, c'est le moment de rencontrer. Et puis le lieu est quand même phénoménal. Vous avez 37 confs pour un prix qui est, de 399 € hors taxe. On finit l'early bird, donc je pense que quand, tu diffuseras l'épisode, l'early bird sera terminé, mais là, vous serez à 399 hors taxe pour tout ça. C'est toujours un budget, mais c'est quand même pas cher payé quasiment, 20 heures de replay, 20 heures de vidéo, il y a des formations qui font moins longues que ça et qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher et en plus sur place, bah, vous avez, le réseau, les personnes, le repas assis, la visite, le lieu, bref quoi. Je j'ai l'impression que c'est vraiment pas cher quand j'en parle, tu vois? Donc non, non, vraiment il y a du positif. Bon, si l'année prochaine c'est plus cher, je comprendrai pourquoi. Ouais, non et puis en plus l'argument est souvent de dire: «J'ai pas le temps». Je comprends l'argument, hein, il y a pas de souci, mais en ayant l'impression de gagner une journée, bah, en fait, tu vas en perdre beaucoup plus par la suite et surtout, c'est que c'est invisible. Ce que tu perds, tu ne le vois pas parce que, par définition, le monde sera différent si tu fais l'action A que si tu la fais pas. Mais si tu ne l'as pas faite, tu sais pas comment ta vie aurait été. Donc c'est hyper facile avec des «si» on mettrait pas en bouteille, pardon, mais le fait de dire: «Ouais, OK, je comprends, ça bouge vite, faut taffer, faut ramener du chiffre d'affaires, il y a des projets, il y a des clients, il y a plein de trucs», mais prenez le temps de souffler, faites une petite pause, dites-vous une journée, c'est pas la mer à boire, ça vous fait aller sur Paris le soir d'avant, vous faites une nuit à l'hôtel, OK, c'est un budget. Avec les Airbnb, il y a plein de solutions maintenant pour trouver un peu du budget moins cher, mais surtout, c'est une journée que vous regretterez pas et regardez juste sur le site le témoignage de tous les participants. On vous a mis tous les témoignages, regardez ce que les gens disent, les publications sur LinkedIn, tout, voilà, vous avez tout plein d'autres arguments pour.
pour, comprendre et essayer de répondre à vos questions s'il y en a, quoi. Mmh. Je mettrai tous les liens en description du podcast, Super. bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je ne sais pas, une bonne réussite pour le SEO Summit, d'arriver à continuer à trouver de l'engouement dans mes projets, à apprendre de nouvelles choses, donc retrouver toujours des gens qui ont des choses à m'apprendre. Ça existe encore, hein, heureusement, j'apprends dans plein de sujets et des gens qui vont m'inspirer dans le business, tu vois? En tout cas, on sent que tu es passionné, c'était vraiment très agréable de t'écouter, pendant cette heure et demie presque, waouh! Bah, ça aide, il faut faire des choses avec lesquelles tu as la passion, sinon si tu te lèves le matin, que tu vas bosser, que tu t'ennuies, c'est plus compliqué, quoi. C'est clair, n'en parle pas. Bah, merci beaucoup Elliot, on va Bah, s'arrêter merci à là. toi. Merci beaucoup, merci aux auditeurs, donc je vais tout mettre encore une fois en description si vous êtes intéressés pour, le SEO Summit et cetera. Elliot, tu reviens quand tu veux. Et bah, avec grand plaisir, je j'hésiterai pas, ça peut être sympa de faire une version 2. Au petit passage, coucou à Bilker qui nous a mis en relation, donc merci à toi, je suis là grâce à Bilker et merci pour l'invitation, avec grand plaisir pour une V2 et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo, je passerai de temps en temps vous répondre ou vous me contacter pardon, waouh, sur, LinkedIn, ou sur Twitter, hein, je suis facilement accessible, n'hésitez pas et voilà. Je Merci mettrai à les toi. liens aussi en description comme ça, il y aura tout qui sera condensé quelque part. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. À très vite Elliot. Ciao, à Salut. bientôt.